Bonsoir à tous, le 7-8 journal de TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 21 novembre. Tout de suite, les titres. Il est en représentation au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à demain soir. Patrick Timsit présente Le livre de ma mère, mise en scène par Dominique Pitoiset, adaptation du roman d'Albert Cohen paru en 1954. Le comédien joue ce spectacle depuis 3 ans, entretien à la fin de ce journal. C'est en ce moment la semaine de l'éducation à Trappes, un événement animé également par les jeunes de la ville. Les lycéens de la Plaine de Naufle ont présenté hier une série de conférences sur des thèmes littéraires et scientifiques, un exercice devant professeurs, élus et aussi un inspecteur de l'Académie de Versailles. Et puis retour sur l'opération Job Chrono, organisée ce mardi au pôle Paris-Ouest à Morpa. Plusieurs enseignes ont rencontré 60 jeunes sélectionnés par la mission locale, focus notamment sur un restaurant qui proposait 12 postes à pourvoir. Invité de cette édition, Olivier Afonso, conseiller municipal d'opposition à Voisin-le Bretonneux. Il a tout récemment annoncé sa candidature pour les élections municipales de 2020. Il reste à la tête de Renault, en tout cas pour le moment. Carlos Ghosn n'a pas été démis de ses fonctions de PDG du groupe automobile français, implanté notamment dans les Yvelines, et décision prise dans la nuit par le conseil d'administration, et ce, malgré les accusations qui pèsent à l'encontre du dirigeant. Carlos Ghosn est accusé, pour rappel, de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux au Japon en tant que président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée de 10 jours par les autorités locales. L'intérim chez Renault sera assuré par son numéro de Thierry Bolloré. Et en revanche, le conseil d'administration du groupe Nissan, dont le siège Europe-Ouest est implanté à Voisin-le Bretonneux, a déjà demandé le départ de Carlos Ghosn. C'était dans le cadre de la semaine de l'éducation à Trappes. Hier, le lycée de la Plaine de Naufle organisait une série de conférences. Ce sont les lycéens eux-mêmes qui se sont prêtés à l'exercice. Ils ont présenté leur projet au public. Reportage de Marilène Yapichino. Au lycée de la Plaine de Naufle, à Trappes, ce sont les élèves qui font des conférences. Il est très important pour nous de donner la parole aux élèves, pour déjà travailler la prise de parole devant un public, ce qui n'est pas anodin, effectivement, et parce que cela ça les entraînera à leurs épreuves du bac et à leur vie après. Ils ont participé au jury du prix Goncourt des lycéens, menant l'un d'entre eux à représenter l'Île-de-France à l'Élysée, remporter un prix national de sciences et mener une recherche scientifique avec des chercheurs de Thalès. Ce soir, ils présentent leurs expériences à un public. On a pris 4 heures, un petit peu plus, et on s'est mis en groupe par 2, et chacun a fait son travail. On s'est préparé sur la moitié de l'année de première S. Donc on a présenté notre projet à des scientifiques que notre prof avait appelés au lycée. Puis ensuite on a été sélectionné à un concours qui s'appelle le concours C'est Génial et on a été envoyé à Toulouse pour présenter notre projet. Une prise de parole face à leurs professeurs, mais aussi un inspecteur de l'académie et des élus de la ville de Trappes. On a l'impression de compter vu qu'on fait quand même une conférence pour nous en soi. Et pour nous, scientifiques, c'est comme si on était dans la peau d'un vrai scientifique, on présentait les résultats de nos recherches. Donc du coup, voilà, c'est très cool. Donc, merci d'être comme vous êtes. Je crois que je peux le dire au nom de tous vos enseignants, on est fiers de vous. Donc merci de porter une belle image de votre établissement scolaire, une belle image de cette ville de Trappes. Des projets riches avec des résultats qui font la fierté de l'établissement. La proviseure tenait à ce qu'ils puissent partager cette expérience en cette semaine de l'éducation. Au chapitre politique, pas de visite d'Emmanuel Macron au Salon des maires de France. Comme promis il y a un an, le président de la République a choisi de recevoir une centaine de maires à l'Élysée ce soir. Invitation dans un contexte difficile pour les édiles. Un maire sur 2 ne souhaite pas se représenter en 2020 selon un dernier sondage. C'est le cas notamment de Véronique Coté-Mière au Clé-sous-Bois qui témoignait hier dans le 20h de France 2. Parmi les élus reçus à l'Élysée, certains des Yvelines comme le maire LR de Morpa, Grégory Garestier. D'autres ont refusé l'invitation d'Emmanuel Macron. Philippe Benassaya, maire LR de Bois d'Arcy, met en avant la non-reconnaissance de l'État vis-à-vis des communes. Il préfère rester aux côtés de ses administrés. Et même décision pour Joséphine Coleman-Berger. À plaisir, interrogée par Nicolas Dandry. J'ai une vraie sensation aujourd'hui que le rapprochement du président de la République avec les élus des territoires doit se faire de façon moins protocolaire. Nous, les maires, on a un vrai souci aujourd'hui. On a un souci de savoir si l'État, aujourd'hui, nous considère encore comme étant des personnes qui ont une vraie responsabilité au sein de nos collectivités territoriales. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pris, je dirais, dans une espèce d'étau qui fait que la population attend de plus en plus de nous, de la proximité, et nous sommes là pour ça. Et en même temps,
de la part de l'État, on se retrouve avec un regard pratiquement de suspicion sur la façon que nous avons de gérer. Alors on entend des maires qui veulent démissionner, on entend des maires qui en ont assez, qui n'en peuvent plus. Je vous rassure, ce n'est pas mon cas. Elles sont programmées en 2020, mais les élections municipales se préparent déjà. Quelques déclarations de candidature. On vous a parlé de celle du maire de Trappes, Guy Malandin, qui se présentera pour un nouveau mandat. À Voisins-le-Bretonneux, on connaît également le premier candidat au scrutin des municipales. Bonsoir Olivier Afonso. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Voisins, président du groupe Tous Rassemblés pour Voisins, et vous serez donc candidat à divers droites pour ces municipales. Pourquoi déclarer votre candidature si tôt? On est à plus d'un an et demi de ces municipales. Oui, ça peut surprendre, mais une élection municipale, ça se prépare. Et celle-ci sera vraiment particulière parce que on voit bien déjà que je ne suis pas le premier adjoint de Madame Rossetti, donc je ne m'en vais pas suite à un désaccord. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait normal. Il y a un vrai désaccord politique avec le maire actuel. La situation de la ville est préoccupante. On a le problème de la circulation qui s'aggrave, malgré les promesses d'Alexandra Rossetti du contournement sud de Voisins. L'urbanisme, la densification de notre ville se poursuit. Il y a une dégradation du cadre de vie qui est constatée par tous. Et puis aussi, je le dis clairement, il y a une accélération chez Alexandra Rossetti au niveau des projets, sans la moindre concertation, comme par exemple le cimetière qui va être imposé au square des 40 Arpents, qui n'a fait l'objet d'une culte discussion avec les conseillers de quartier, les élus. Donc il y a une accélération, et dans cette accélération, dans cette précipitation, il y a, pardonnez-moi l'expression, du grand n'importe quoi. Donc je prends mes responsabilités, je mesure clairement la responsabilité qui est la mienne, mais aujourd'hui, je ne laisserai pas le cadre de vie se dégrader dans notre ville. J'assume mon rôle d'opposant et je veux écrire avec les Vicinois une nouvelle page. Alors précisons que vous êtes au conseil municipal depuis 2015. Vous êtes également président du conseil de quartier Centre-Village depuis 2014. Je l'étais. Vous l'étiez, pardon. Oui, j'ai une expérience. J'ai commencé vraiment, je suis président d'une ASL à Voisins, d'une grande copropriété, donc qui me passionne. Et j'ai été président de conseil de quartier, donc je connais très bien cette fonction. Et puis en 2015, je me suis présenté aux élections, car là aussi, j'avais envie de mettre les sujets sur la table et qu'on arrête avec ces querelles de personnes qui n'intéressent absolument pas les Vicinois. Alors, dans le communiqué de presse annonçant votre candidature, vous dites « Voisins-le-Bretonneux ne prend pas les décisions qui s'imposent pour maintenir une qualité de vie qui baisse inexorablement ». Fin de citation. Alors, vous visez clairement, vous l'avez dit, la gestion de la ville opérée par la maire Alexandra Rossetti. Il y a des vrais désaccords, on l'a compris, sur des sujets tels que la circulation. Oui, alors je précise bien, je n'ai aucun problème personnel avec le maire, avec qui je m'entends parfaitement, mais nous avons effectivement des désaccords. Sur la circulation, elle avait promis, son équipe avait promis de mettre en place des solutions dites pertinentes. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'idée, mais qu'on va financer une énième étude sur le sujet en 2019. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On a fait part de nos propositions. Madame le maire balaye d'un revers de main les propositions qui lui sont faites par l'opposition, parce que c'est l'opposition. Ça aussi, c'est quelque chose que je changerai si je suis élu maire et si les Vicinois me font confiance. La gestion de notre ville doit changer, les comportements politiques doivent changer. Pour tout vous dire, dans mon programme, j'envisage de nommer un élu de l'opposition maire adjoint. Pour moi, quand on est élu, il n'y a pas de sous-élu au conseil municipal. Vous comptez associer les habitants aussi aux décisions? Mais parfaitement. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé tôt ma campagne. J'ai l'intention de construire avec eux et pour eux ce nouveau programme. Je n'arriverai pas avec des promesses intenables, c'est clair. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de gérer une ville. Je ne veux pas non plus être passéiste parce que je sais bien aussi que la ville doit évoluer. Pour autant, je ne suis pas d'accord sur cette précipitation. Aujourd'hui, j'apprends qu'on va rénover des voies parce que c'est à la mode. On va rénover une voie, par exemple, qui n'a pas lieu d'être. Où sont les priorités? Je ne le comprends pas. Je ne sais pas où on va. Il y a une précipitation dans la politique menée qui pas de promesse intenable. Vous le dites, vous partiriez sur un programme pluriannuel, c'est ça? C'est oui, tout à chaque fait. Année définir des objectifs? Tout à fait. Alors après, on peut effectivement ne pas réussir, c'est la vie, mais en tout cas se fixer comme objectif, effectivement, année par année, et puis on reviendra au conseil municipal, on fera un bilan. Vous savez, je viens du monde de l'entreprise, donc les rapports de force, les objectifs, les entretiens, tout ça, c'est dans mon ADN. Je ne sais pas faire un projet sans intégrer les autres. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je veux changer dans ma ville. Un dernier mot en 20 secondes, il nous reste très peu de temps. Pour parler de votre liste, que vous voulez une liste dynamique et avec de l'expérience, est-ce qu'on peut s'attendre à des alliances, notamment avec un autre conseiller municipal d'opposition, Thierry Gasto, qui est également
ancré à droite, voilà. Tout à fait. Thierry Gassot, je le connais très bien. Figurez-vous qu'on travaille, je dirais pas main dans la main, mais on échange énormément sur les problématiques de la ville. Il m'a soutenu quand j'ai proposé l'armement de la police municipale. Je le soutiens dans son recours contre le projet de la Poste. On a vocation à se rassembler. Et nous avons, lui et moi, une responsabilité qui est importante, c'est celle de réussir l'alternance en 2020. On va suivre tout ça. Les élections municipales à Voisins et dans toute la France sont programmées les 23 et 30 mars 2020. Merci Olivier Afonso. Merci de m'avoir invité. À très vite. Candidat d'hiver droite à ce scrutin des municipales à Voisins-le-Bretonneux. Économie, une opération Skyway 1625 ce mardi. Job chrono se déroulait sur le pôle commercial Paris-Ouest, un job dating pour 60 jeunes sélectionnés par la mission locale. Pendant 2 heures, ils se sont rendus dans plusieurs enseignes en recherche d'emploi. C'est le cas notamment dans un restaurant de la zone avec 12 postes à pourvoir. Les précisions de Nicolas Dandry. Ici, vous traversez la rue et vous trouverez sûrement un emploi. 12 postes sont à pourvoir dans ce restaurant. 6 personnes en salle et 6 employés en cuisine pour former une équipe stable. Une situation devenue préoccupante depuis l'ouverture en juillet dernier. On est obligé de fermer le lundi, le dimanche et certaines fois même limiter certains services faute de personnel. Il y a certains services où on est vraiment très limité. On a été jusqu'à environ 120 personnes. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est toujours d'être au maximum de la capacité. On va dire que le restaurant tourne à 50% de ce qu'il devrait. Chef de cuisine, second, commis, chef de salle ou serveur. Actuellement, ils sont 6 salariés en roulement pour assurer toutes ces fonctions. Débutants ou expérimentés, motivés avec la volonté d'apprendre, voilà les profils recherchés. On a des fiches techniques qui correspondent à tous les montages de toutes les préparations. Ça me permet, moi, par exemple, de monter un burger rien qu'en regardant le schéma. Cette enseigne a participé à Job Chrono, une initiative de Skyway 1625 pour aider les magasins de Paris-Ouest à recruter. 5 jeunes ont été reçus dans ce restaurant, 2 personnes pourraient être embauchées. Le recrutement se fait sur les enseignes en 2 heures de temps. On ouvre un créneau de 2 heures avec des mini-CV. Voilà. Tout est réduit, mais pour avoir une qualité maximale dans l'entretien et le recrutement. Sur les 60 candidats ayant participé à Job Chrono, 5 promesses d'embauche ont été formulées. Une deuxième édition devrait avoir lieu sur un autre pôle commercial de Saint-Quentin en Yvelines durant le premier semestre 2019. Un mot de sport, la Coupe de France de football avec le tirage au sort du 8e tour mardi soir et une affiche de prestige pour le FC Versailles. Le club accueillera le RC Lens, champion de France 1998. Les 100 et or évoluent aujourd'hui en Ligue 2, soit 3 divisions au-dessus des Yvelinois. Un match forcément particulier pour le gardien de but versaillais Charles Itange, ex-pro, qui a joué pour Lens entre 2001 et 2007. Rencontre au stade Montboron, la date à définir samedi 8 ou dimanche 9 décembre prochain. À Villepreux, les habitants ont été frappés par la fièvre du jeu ce week-end avec un festival entièrement dédié à l'amusement. Rendez-vous qui a attiré plus de 2500 personnes, Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Une bonne dose de rire et d'amusement à Villepreux. La commune a organisé son 4e festival du jeu au complexe sportif Alain Mimoun. Au programme, 18 heures de jeu sur le week-end. Le Festi-Jeu, c'est un rendez-vous pour toute la famille qui comprend des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux jeunesse, et qui a pour vocation de permettre à chacun de passer un bon moment pendant 2 jours. Dans la salle, on a gagné, on a perdu et les visiteurs ont pu découvrir de nouveaux jeux moins connus du grand public. Tu peux le mettre là, ça te donnera 2 points. Alors, le jeu consiste à gagner. Non, sérieusement, en fait, c'est un sort de domino, mais domino intelligent. En plaçant des tuiles, ça nous permet de gagner des ressources. Et ensuite, la façon d'utiliser les ressources, ça nous permet de gagner des points. On construit une civilisation et moi j'aime bien le jeu où on construit des civilisations. En parallèle des jeux de société, une association proposait aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un guerrier du Moyen-Âge à travers un jeu de rôle. Ici, vous n'entendrez pas le fracas des épées, les armes sont en mousse. Là, les activités qu'on fait, ça va faire découvrir aux plus jeunes un peu, apprendre un peu à se battre avec des armes qui sont sécurisées et avec des gestes qui sont, là aussi, fait le plus esthétique possible, quoi. Au total, le Festival du jeu a accueilli ce week-end-là plus de 2500 personnes, des chiffres en constante augmentation. La partie n'est peut-être pas encore terminée. Jusqu'à jeudi soir, Patrick Timsit se produit sur la scène du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines avec Le Livre de ma mère, une adaptation du livre d'Albert Cohen. Wilfried Richy a rencontré le comédien Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro pour les moyens techniques.
Et il sera donc ici sur la scène du Théâtre National à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 3 représentations du livre de ma mère d'Albert Cohen, 20, 21, 22 novembre. Patrick Timsit, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder un petit moment avant de monter sur scène pour cette première représentation ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la 3e tournée de ce spectacle. Oui. Vous avez le même plaisir à monter sur scène? Je dirais, je ne peux pas dire encore plus, ça voudrait dire qu'avant ça en était moins. Donc je vais dire oui, autant, et puis, mais à chaque fois différent. C'est ce qui est formidable. Je n'ai jamais l'impression de me répéter. En plus, là, on est dans un moment où je dirais que, au lieu de faire une de plus, ça en fait une de moins, parce qu'on se rapproche d'une fin de 3e tournée, dans des lieux magnifiques. Là, je viens de voir le théâtre, c'est splendide. Je vais avoir l'occasion de jouer aussi à l'Opéra Comique en janvier, puis au Célestin à Lyon. Enfin, il y a vraiment une belle tournée. Et puis surtout, ce spectacle, j'ai vraiment que je me régale. Il n'y a aucune lassitude dans le fait de jouer ce spectacle encore et encore. Est-ce que vous l'adaptez? Il vaut mieux pas, parce que je vais le jouer 30 ans. Oui, non, mais c'est vrai. Vous avez mis 30 ans avant de passer le pas, voilà. Voilà, j'ai mis 30 ans avant de le jouer. Et là, je me dis qu'au contraire, la maturité va le faire progresser dans l'émotion, dans la simplicité, dans le rien, justement. Aller vers le rien, le non-jeu, l'émotion pure, quoi. Et donc, quelle était la question? Eh bien, on va y revenir. On va déjà parler du livre de ma mère. C'est un hommage douloureux d'un fils à sa mère. Un livre sorti en 1954. Albert Cohen y raconte l'amour reçu depuis son enfance. C'est un livre de deuil, mais à aucun moment vous ne vouliez tomber dans le pathos. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas eu le plaisir de venir vous voir jouer sur scène, on va peut-être en parler un petit peu encore. Bien sûr. Et évidemment, vous en parlez très bien, c'est un livre de deuil. C'est un livre où Albert Cohen nous fait part de ses souvenirs, des moments comme ça, du quotidien, et puis après du questionnement de la perte, parce que c'est sur la mort quand même de la mère, et on voulait ni que ce soit pathos, ni que ce soit glauque. Donc l'adaptation, non, je m'amuse pas à adapter au fur et à mesure. Évidemment, ça va être sur les intonations, sur les temps, sur le rythme, où je ne me répète pas, où c'est à chaque fois différent. Mais ça reste du Albert Cohen. En revanche, avec le metteur en scène, Dominique Pitoisé, immense rencontre, metteur en scène d'opéra, je voulais absolument que ce soit quelqu'un que je ne connaisse pas. Et donc on a pris le temps de se tourner autour, de savoir, on venait d'univers différents. Et en fait, on est très proches. Donc oui, c'est une adaptation du livre. Oui, il y a tous ces moments qui sont légers. Et il y a aussi ces moments qui m'ont rapproché du livre et qui m'ont fait vouloir et donner envie d'en faire un spectacle. Vous y retrouvez dans ce livre cette histoire. Je vais lire une phrase où vous aviez dit à l'époque que vous y retrouviez vraiment. Sifflote un peu pour croire que tout ne va pas si mal que ça. Et surtout, souris, n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir. Absolument, c'est le premier paragraphe du livre, et quand tout d'un coup vous passez de un homme, chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte, 5 lignes plus tard, et surtout souris, n'oublie pas de sourire, souris pour escroquer ton désespoir, c'est quand même, là ça colle, ça match quoi. Albert Cohen quitte la Grèce avec sa mère, il a 4 ans, moi je quitte l'Algérie avec mes parents, lui aussi avec ses parents d'ailleurs, mais moi j'ai 2 ans, et puis on atterrit tous les deux à Marseille, finalement quand je dis on atterrit, c'est plutôt qu'on amérit, puisque on sort du bateau, et puis voilà, moi j'ai été à Paris, lui après a continué ses études plus tard à Genève, mais il y a ce côté aussi sur l'immigré, sur le regard de l'autre, sur les souvenirs qu'on a, les souvenirs de cuisine, les souvenirs des moments partagés avec une mère qui vous donne des codes, et on a aussi les mêmes codes entre l'éducation d'une mère dite juive, je dis dite juive parce que c'est la première fois que je dis dite juive, je ne sais pas si je reprendrai l'expression, mais c'est justement pour dire qu'une mère juive, ça devient un intitulé, je dirais. C'est pas une mère qui est de confession juive, c'est une mère juive dans ce genre d'éducation, ces mères trop, ces mères présentes, ces mères omniprésentes, ces mères trop omniprésentes parfois aussi, et ces codes qu'elle vous donne, fais de moi ton objet. Albert Cohen, qui n'est pas dans le spectacle, la phrase que je vais dire, mais qu'il a dite dans une interview avec Pivot, où il le reçoit en robe de chambre à Genève, il était très absent des médias,
Et puis un jour, il a donné cette interview et il a dit « Ma mère n'avait pas d'ego puisque son moi, c'était moi ». Voilà, donc vous voyez, ça va loin dans l'éducation d'une mère et un fils. Plus que jamais, vous vous y retrouvez dans ce spectacle et surtout, est-ce que vous vous y sentez légitime aujourd'hui? Parce qu'il y a eu ce long moment où vous n'osiez pas le jouer, là avec plus de 100, 120 représentations, 3 tournées. C'est bon, vous vous sentez légitime, vraiment? J'ai eu besoin de prendre confiance, c'est pas à moi de dire que je suis légitime, mais là, heureusement, les ayants droit d'Albert Cohen, donc les héritiers, ceux qui sont garants de l'œuvre d'Albert Cohen, ont vraiment, et me voient régulièrement, viennent me voir régulièrement, me parlent régulièrement, m'ont écrit qu'ils étaient absolument, ils étaient heureux du travail qui avait été fait, puis du spectacle qui est rendu. Dominique Pitoisé aussi m'a mis en confiance, le metteur en scène, oui, mais les producteurs aussi. Donc il y a tout mon entourage comme ça qui a dit à un moment, oui, j'ai mis 30 ans, et cette maturité professionnelle, peut-être justement pour simplifier, pour être dans l'émotion pure, pour ne pas avoir de démonstration d'acteurs ou de comédiens à faire, peut-être qu'aujourd'hui, oui, je pourrais dire que j'arrive à ne rien faire. Et vous aviez peur du regard du public, peut-être? Comment ne pas avoir peur? C'est pas mon registre habituel, donc il faut pas que j'y aille. Mais je vais vous dire, c'est pas la plus grande peur, c'était pas celle dont je disais, je suis comique, les gens. Non, le public, je pense pas le public peut se tromper, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand il pas se tromper sur le spectacle, mais se tromper de spectacle, arriver en pensant rire, et il va tomber sur ce spectacle, qui n'est pas un stand-up comme on a l'habitude de venir me voir. Mais j'ai eu tous les exemples, c'est-à-dire que des gens qui sont arrivés où j'avais des amis qui me disaient oh là là, j'ai eu peur pour toi, je me suis dit tu vas souffrir, ils vont souffrir. Des gens qui arrivaient oh là là, journée pourrie, on va bien se marrer. Et tout d'un coup, ils entendent chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Ils disent ça commence bien, tu vois. Et finalement, il paraît qu'ils étaient en larmes et debout en train d'applaudir à la fin du spectacle. Donc ça rassurait. Et puis il y a aussi la peur que j'avais, c'est de ne pas rendre service à une œuvre que vous aimez. C'est horrible. Vous êtes quand même représentant, ambassadeur de ce livre. Vous avez envie de dire aux gens, c'est un livre fantastique, fabuleux, qui a bouleversé ma vie. Et puis, des questions aussi à se poser. Ça va jusqu'à Dieu, les questionnements à Dieu, les questionnements au sens de la vie est une farce. Et puis, aussi ces 2 derniers paragraphes. L'avant-dernier paragraphe qui est un appel aux fils des mères encore vivantes. N'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous, ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Donc il y a un message quand même qui passe après. On se dit tiens, et boum, les gens souvent appellent leur mère à la sortie du spectacle, quand ils viennent pas avec, quand c'est pas leur mère qui les amène, ou qui me les envoie après. Et puis, il y a le dernier paragraphe qui rend le spectacle universel, qui est louange à vous, donc c'est un hommage aux mères, mais louange à vous, mères de tous les pays, mères de toute la terre, nos dames les mères. Voilà, donc il y a un côté universel qui me plaît énormément aussi à jouer et à véhiculer. Vous en parlez avec une telle passion qu'on a du mal à imaginer que vous puissiez adapter un autre spectacle, remonter sur scène pour un spectacle d'humour, peut-être, faire autre chose. Tout à l'heure, je repartirai dans l'humour, j'y suis... Oui, mais pas que. Pas que ça. Justement, l'un me repose de l'autre. Moi, on a l'impression que je suis touche à tout, mais en fait, tout se rejoint. C'est les mêmes démarches, mais avec des humeurs différentes, je dirais. Donc, oui, des comédies. C'est ce que je dis aux gens, je vous dois une comédie. Donc, je ferai une comédie. Je vais, dans pas longtemps d'ailleurs. Ce qui m'empêchera pas de revenir au livre de ma mère, mais il y aura. J'espère que j'aurai d'autres bouquins. Il y a des livres qui m'ont marqué aussi. Et pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, j'aime bien, vous savez, je suis encore de ceux qui... Je fais des choses différentes, mais pas tout en même temps. Merci beaucoup, Patrick Timsit. Merci. Présent donc ici au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à jeudi soir. Allez, avant de se quitter, notre petit tour hebdomadaire dans les salles saint-quentinoises. Direction ce soir le Ciné 7 à Elancourt. La programmation du cinéma est présentée au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors cette semaine au Ciné 7, une avant-première exceptionnelle en partenariat avec le Lions Club pour lutter contre l'illettrisme. Dimanche à 18h15, la projection du film Rémi sans famille avec Daniel Auteuil. Et le tarif est exceptionnel parce qu'il y a une partie des recettes qui sera versée
à la lutte contre l'illettrisme via le Lions Club. Voilà, et la semaine prochaine, le nouvel opus du festival Saint-Quentin, festival du film documentaire. Donc il y a plein de choses qui vont se dérouler du 28 novembre au 2 décembre, notamment 2 soirées exceptionnelles. L'une le 29 à l'UGC, la soirée d'ouverture en présence des frères Bogdanov, et la soirée de clôture qui se déroulera le 2 décembre à partir de 16h au Ciné 7, avec la projection de 16 levées de soleil qui sera suivie de la remise du prix TV78, du prix des cinémas et du prix du public, parce que le public peut voter pour son film préféré parmi 7 documentaires en compétition. Et tout cela sera suivi d'un cocktail le plus chaleureux possible, nous le souhaitons bien sûr. Pour toutes ces informations, vous pouvez vous inscrire, aussi pour ces soirées, sur le site www.50-1.fr. C'est la fin du 7-8 journal. Dans un instant, le 7-8 débat. Que reste-t-il du combat contre les violences faites aux femmes? C'est la question posée par Manon Varaldo à ses invités. Belle soirée avec TV78.